Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Si Lomé m'était compté, ce titre d'émission radio doit sans doute rappeler à des milliers de nos auditeurs l'histoire de la petite ville devenue capitale du Togo. Si Lomé devrait être raconté aujourd'hui, la petite ville est devenue grande. Doit-elle être repensée puisqu'elle croule depuis quelques années sous le poids de sa population qui augmente, mais surtout sous le poids des trompes d'eau qui ne font plus de quartier. Cette semaine, les nouvelles pluies ont permis aux observateurs de ressortir les parapluies d'inquiétude connues, telles inondations, mauvais état des infrastructures ou simplement mauvaise exécution des travaux publics. Que peuvent faire les pouvoirs publics pour sauver la cuvette Lomé s'essayant dangereusement à la petite Venise? Venise, c'est le rêve et c'est justement ce que plusieurs acteurs politiques vont de nouveau vendre aux Togolais dans les prochains mois dans le cadre de l'après et de la campagne électorale. Les rêves au Togo vont-ils finir par devenir réalité? Les Togolais, dans leur écrasante majorité, vont-ils enfin passer leurs nombreux soucis au placard des souvenirs? Ce dimanche, on peut parler de souvenirs. Souvenirs du vendredi 5 octobre 1990, le vendredi noir. Un vendredi qui annonçait pourtant des jours de couleur pour le Togo. Bientôt 30 ans d'apprentissage démocratique, les apprentis et leurs maîtres seront en phase dans la reconnaissance des avancées et des défis qui restent posés à notre pays. Dans certains milieux, on tient fermement au défi de l'alternance politique. Le forum du NDI au Niger portant sur constitutionnalisme et démocratie en Afrique est venu comme un bol d'air du Sahel, pourtant chaud vers les côtes généralement plus fraîches. Ma décision de ne pas me représenter est irrévocable, sortie de la bouche du président Mamadou Issoufou, parcourt les réseaux sociaux au Togo. En vérité, quand d'anciens chefs d'État de la sous-région parlent de la problématique de la dévolution du pouvoir et s'opposent à un troisième mandat présidentiel, cela fait frémir les oppositions. Au Togo, les oppositions crient justement leur désir de réaliser l'alternance en 2020. La C14 milite pour un scrutin sans l'actuel chef de l'État. Le président du PNP partage les mêmes préoccupations, mais quelle est désormais la portée des messages de Tipi Achadama? En l'absence de celui qui a tant fait parler de lui ces derniers temps dans le pays, les candidats à la présidentielle ne se font pas prier. Un certain apôtre Joshua Agoti prédit qu'il y aura un apolitique au pouvoir en 2020. 2020, c'est dans exactement 2 mois et 3 semaines. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre au D12. Nous sommes à Pyramide FM et ensemble pour 1h30. Notre invité est Mohamed Madi Diabakate. Il est politologue et essayiste togolais. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. La mise en onde est assurée par Marik Freitas. Mohamed Madi Diabakate, bonjour. Bonjour Pierrot. Comment vous allez? Nous allons bien par la grâce de Dieu. J'espère qu'il en est de vous, de même pour vous, tout comme pour les auditeurs. C'est l'inquiétude dans de nombreuses familles parce que ces derniers temps, il pleut abondamment et il a même plu ce dimanche sur Lomé. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes? Bon, ce sont des inquiétudes normales, mais quand vous prenez peut-être le paysan qui a besoin de cette pluie, vous comprendrez que l'inquiétude est toujours à relativiser. Mais pour ceux qui sont en zone, disons, urbaine ou semi-urbaine, quand il pleut, c'est la mobilité qui pose problème. Et c'est là où on peut peut-être tolérer cette inquiétude quand il y a la pluie. Les voies ne sont plus faciles d'accès et c'est un peu difficile. Et je comprends beaucoup de personnes, surtout quand vous devez vous rendre à des endroits, vous avez la pluie qui menace, difficile de trouver facilement une moto pour vous transporter parce que personne ne veut rouler forcément sous la pluie. Oui, donc c'est vraiment embêtant, mais je pense que la véritable préoccupation peut-être c'est au niveau de l'aménagement de nos axes de transport et puis les routes. C'est là où le défi doit être relevé en réalité. Vous habitez où? Bon, moi j'habite à Détikopé, même si pour venir à Lomé je traverse toute la banlieue. Et puis bon, on se promène dans Lomé, on rend visite aux amis, à la famille et on constate que c'est un peu difficile parfois d'aller chez ceux qui ne sont pas aux alentours immédiats du goudron. Quand la personne est un peu à l'intérieur, là ça devient problématique et je sais qu'il y a des quartiers à Agoué à partir de motocross en allant, vous arrivez à Djouba, et bon, c'est la croix et la bannière, tout comme à Filoukoui, non loin de Zongo, ce n'est pas évident de se promener ces derniers temps ou de rendre visite à quelqu'un. Cette semaine, la pluie est tombée à plusieurs reprises, je l'ai dit tantôt, et
Malheureusement, les autorités avaient prévenu et que c'est une saison qui risque de se prolonger jusqu'en novembre. Que faire alors? Non, je pense que ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est aussi de commencer au niveau de nos quartiers respectifs à prendre des mesures préventives, surtout quand ce n'est pas la première fois qu'il pleut et chacun sait par rapport à là où il a construit qu'est-ce qui peut arriver en cas de pluie. Donc, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut aménager parce que vous rentrez dans un quartier. Le problème à Lomé, dans un même quartier, vous trouvez quelqu'un qui a les moyens de construire sa forteresse et d'orienter la pluie vers les autres, alors que les autres n'ont pas les moyens pour empêcher le ruissellement de l'eau. Peut-être que certains, moi je vois certaines maisons, des gens des motopompes où dès qu'il commence à pleuvoir, ils branchent le tuyau, ils mettent dehors et ça commence par sortir l'eau, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et bien évidemment, le plus petit morceau du quartier, c'est lui qui finit par habiter dans une piscine de circonstances. Et c'est ça le problème. Alors que peut-être aujourd'hui, l'un des challenges, ce sont les caniveaux pour faciliter la circulation de l'eau. Et c'est là où nous avons beaucoup à faire. Il y a un très grand retard. Même les voies principales aujourd'hui que nous avons n'ont pas de caniveaux pour pouvoir guider l'eau. Tout comme vous prenez les voies bitumées qu'on a aujourd'hui, dès qu'il pleut, vous ne pouvez plus les emprunter parce que l'eau prend le dessus également de la voie bitumée. Donc, il y a plusieurs problèmes qui sont là, mais je pense que si on arrive à trouver une stratégie d'assainissement qui puisse régler le problème de la circulation de l'eau et l'orienter tout à travers la ville pour peut-être l'envoyer vers la mer, ça nous sera toujours bénéfique. La question de l'assainissement est une vieille question pour ce qui concerne le Togo. Vous savez que de nouvelles routes ont été construites récemment et des retenues d'eau ont été même mises en place. Mais curieusement, ces infrastructures-là n'arrivent pas à faire face. Des retenues d'eau limitées, parce que d'abord la capacité de ces retenues d'eau, il faut vraiment le voir. Quand vous prenez l'équivalent de l'eau pour tout un grand quartier, pour retenir l'eau qui va circuler dans ce quartier, ne soyez pas surpris. De l'autre côté, ces retenues d'eau, comment est-ce que l'eau fait pour arriver à ces retenues d'eau? C'est là aussi un autre problème, ce qui n'a pas été forcément prévu au niveau des différentes maisons. Et dans tout ça là, la question qu'il faut se poser principalement aujourd'hui, c'est que l'État a délégué ses compétences en principe aux entités décentralisées. Elles sont là aujourd'hui. Il faut qu'on puisse les attendre sur ce dossier et voir ce qu'elles peuvent apporter comme réponse concrète avec les populations. Il y a certains qui n'hésitent pas à interpeller l'État, à revoir ces contrats passés avec les entreprises qui ont exécuté récemment ces travaux-là, parce que la plupart de ces travaux ont des durées de vie pour l'instant très limitées. En fait, ça fait à peine 5 ans que ces infrastructures ont été mises en place. Est-ce qu'on ne doit pas interpeller ces entreprises? Non, c'est normal. Vous savez, il y a une question. C'est un marché public. Et dans un appel d'offres, tout est fixé. Ce que l'entreprise doit faire est fixé clairement dans l'appel d'offres. Et avant de réceptionner un marché public, vous prenez soin de voir si tout ce qui a été prévu et qui devait être fait par l'entreprise a été fait. Si à partir du moment où le marché public a été réceptionné et qu'il a été validé, alors je ne sais pas pourquoi on va retourner vers l'entreprise, parce qu'on est censé avoir réceptionné ces travaux parce que l'entreprise a suivi le cahier de charges qui était là. Donc à partir de ce moment, ce n'est pas vers l'entreprise qu'il faut se retourner, mais ce sont les services techniques de l'État qui ont validé ce travail, qui ont réceptionné ce travail. C'est à eux qu'il faut s'adresser, malheureusement. Quand on parle de pluie dans nos pays, ça fait sourire des fois, vu les conséquences qu'il y a derrière. Parce qu'ailleurs, on parle d'ouragan, on parle de cyclone, on parle de tornades violents. Est-ce que quelque part nous ne devons pas remercier le ciel de nous épargner, notamment en Afrique, de ces intempéries de certains niveaux? Non, vous savez, ces intempéries d'un certain niveau, tout le monde est d'accord que ce n'est que la sensibilisation et la prévoyance qui permet d'amoindrir les dégâts. Mais en ce qui concerne des intempéries intermédiaires, comme ceux qu'on a comme la pluie, qui sont réguliers, c'est saisonnier. Ça veut dire qu'il faut mettre en place un dispositif pour les contenir. Parce que dans ces pays où l'ouragan vient là, eux, ils ont déjà réglé les problèmes de ruissellement d'eau. C'est l'ouragan qu'ils ne peuvent pas régler. Et je pense que s'ils en avaient les moyens, ils pourraient
travailler à réguler cela. Mais comme ils n'en ont pas les moyens, il y a toujours la sensibilisation, il y a toujours des dispositions qui sont prises pour que les dégâts soient le plus moindre possible. Et au même moment, dans ces pays, l'État accompagne ceux qui sont victimes de ces ouragans. Quand je parle d'accompagnement de l'État, ce n'est pas venir mettre les gens dans une salle de classe et leur distribuer du maïs et du riz. Non, c'est pas ça. Parce qu'après ces intempéries, on a des maisons qui malheureusement disparaissent. Et cela pose également un autre problème de responsabilité de l'État, le permis de construire. Parce que parfois, on a eu des cas de lotissement qui sont faits par exagération, dans des zones où, en principe, on ne devait même pas y penser. Mais bon, comme au Togo, tout le monde veut s'offrir une parcelle pour être chez soi, pour ne pas se faire embêter, vous comprendrez que les gens sont prêts à aller prendre n'importe où. Et ça me rappelle cette anecdote où on dit, mais vous dites qu'il y a inondation sur le terrain. Est-ce que sur le plan, il y avait de l'eau quand vous l'avez acheté? Il n'y a pas de l'eau. Donc, c'est dire que le problème, il est là, il est réel, mais on peut y parvenir. Si vous prenez des pays comme ceux du Benelux, ou bien prenons carrément le Pays-Bas, ou bien prenons Venise, où des gens vivent sur l'eau, des gens sont adaptés à l'eau. Ça veut dire que nous pouvons essayer de contrôler l'eau d'une façon ou d'une autre pour amoindrir les dégâts. Mais quand vous prenez par exemple la voie de contournement et que vous allez, vous constaterez que au moins là-bas le goudron est à un niveau surélevé, ce qui fait que maintenant les maisons qui sont restées dans le bas-fond jouissent de l'eau, alors que peut-être que même en surélevant le goudron, on aurait pu au bord de ce goudron prévoir des caniveaux adaptés pour pouvoir recueillir l'eau et les orienter vers quelque part, vers un point de sortie, ce qui n'est pas fait en réalité. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir. Pas forcément parce que certaines entreprises ont mal fait, mais les entreprises ont fait ce qui a été mis dans le cahier de charge. Si vous me demandez de faire une voie et que vous ne me demandez pas de faire des caniveaux conséquents, moi je fais la voie et je me retire, je prends mon argent, je pars. Est-ce que la solution serait peut-être avec le PND? Bon, vous savez, le PND, il est devenu un fourre-tout et je pense que cette solution n'a pas forcément besoin du PND. Elle peut être mise en œuvre par les services administratifs de l'État qui sont compétents et qui peuvent facilement faire le travail en question. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci de ce côté. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Parce que le PND prévoit la construction de plusieurs infrastructures. Oui, mais vous savez, les infrastructures en question, c'est leur construction qui ont des impacts sur plusieurs constructions qui existaient déjà. Donc aujourd'hui, on a des services techniques qui sont là, on a des services de l'État qui sont censés faire ce travail. On ne va pas encore attendre le PND pour commencer par faire ce travail. Je ne le pense pas. Le PND ne va pas être, comment dit-on, cette formule magique qu'il faut sortir chaque matin pour répondre à des problèmes qui sont là et qui sont existentiels. À cette allure, on finira par dire que tous les problèmes togolais doivent être inclus dans le PND et on n'aura pas assez d'axes pour pouvoir les contenir. Bien, merci Mohamed Mahdi Diabakate. Nous allons parler de politique puisque nous sommes au lendemain de la célébration de l'anniversaire du 5 octobre. Nous sommes ce dimanche, le 6 octobre. Il y a 29 ans, donc, les Togolais s'étaient soulevés contre le régime RPT. C'était un vendredi noir. Et vous devriez avoir quel âge à cette époque? Parce que quand je vous regarde, je sais que vous êtes relativement jeune. Non seulement je suis relativement jeune, je suis très jeune. Alors à cette époque, je faisais partie des enfants qui ont disait Mbato Yagbodio Noiro Maison Bablo. Voilà, donc disons. Mais quel souvenir gardez-vous de ce vendredi-là? Non, je pense que c'est un souvenir d'une période d'ensemble, hein, où peut-être quand d'aucuns parleront du mur de Berlin qui a été démoli, nous on parlera peut-être de cette période où on a vraiment vu que la force que le parti unique avait a commencé par chanceler et les gens pouvaient parler, les gens pouvaient exprimer certaines opinions, ce qui n'était pas le cas. Mais étant enfant à cette époque, vous ne savez pas ce qui se passait? Bon, vous savez, on a l'habitude de dire que parmi les enfants, il y en a qui jouent avec les enfants et il y en a qui sont à côté des grands et écoutent. Je pense que je suis plutôt de cette catégorie qui a plus préféré passer le temps à côté des grands et apprendre que de choses. Donc, je peux dire que j'ai écouté, j'ai suivi, j'ai vu à peu près ce que tout cela était. J'étais quand même curieux depuis l'époque-là. Et
disons qu'au fil du temps aussi, quand on grandit, on a la chance de rencontrer des acteurs de l'époque avec qui on échange et avec qui on apprend beaucoup de choses, hein, qui permettent de mieux se faire une idée de la période. Que savez-vous donc aujourd'hui de cette journée qui a changé relativement l'histoire politique du Togo? Non, je pense que cette journée, au-delà de tout, ce qu'on peut dire, c'est que à un moment donné, l'appareil répressif et contraignant qui était mis en place par le pouvoir, tout comme la justice qui était un peu cette branche exécutive, ont eu des soucis avec la population parce que pour une fois, des gens se sont levés et se sont opposés à ce qu'on continue encore avec la justice sélective ou bien la justice répressive. Et à partir de ce moment aussi, le régime a compris une chose, c'est que les mentalités commençaient par changer et il fallait revoir comment est-ce qu'on peut mieux donner en ce qui concerne surtout les droits de l'homme. C'était la préoccupation à l'époque déjà, c'est garantir l'exercice des droits de l'homme, c'était surtout ça. Et quand moi je parle de 5 octobre aussi, je me rappelle du magistrat qui devait connaître la situation de ces jeunes le jour-là. Et quand je parle de ce magistrat, je parle bien évidemment de l'actuel ministre de la Justice. Donc c'est dire que ce sont des époques qui ont permis à tout un chacun d'apprécier d'où le Togo était et vers où le Togo pouvait aller avec la dynamique qui est née à travers le 5 octobre. Mais maintenant, au-delà de ça, aujourd'hui, ce sont ceux qui ont fait ce 5 octobre, les symboles de ce 5 octobre. On a tous vu un peu comment est-ce que progressivement, tout cela ont été avalés par le système contre qui ils se battaient et ont fini par devenir un peu des alliés nonchalants, pour ne pas dire collaborateurs. Mais quand vous parlez de tous ceux qui symbolisaient, c'est pas... Est-ce que c'est vrai dans la totalité puisque... Non, vous savez, il y a toujours eu des acteurs de premier plan. Tout comme il y a eu des acteurs qui étaient en retrait ou bien qui faisaient un profil bas. Voilà. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, toute la classe intellectuelle qui a été mobilisée au cours de cette période, on a tous vu progressivement comment est-ce que la lutte a fini par emporter certains, la lutte a fini par affaiblir certains, et on a vu progressivement, parce que moi je suis de ceux qui disent que nous sommes partis du parti unique au parti unir, et nous risquons de retourner vers un parti unique. Et c'est un peu dans ce cycle que les acteurs se sont retrouvés, les acteurs de l'époque se sont retrouvés, et ça continue par aller progressivement. Quand vous voyez aujourd'hui tous ceux qui sont dans la classe politique, c'est ceux qui sont sortis de cette vague, c'est ceux qui étaient dans cette vague associative au début des années 90, qui se sont retrouvés dans la classe politique. Et c'est les mêmes qui font la politique jusqu'à ce jour. Et c'est les mêmes qui progressivement, au fil des années, commencent par se tirer dessus, commencent par se lâcher ou bien commencent par rejoindre l'autre camp. Donc pour moi, il faut faire l'analyse de façon globale. Il ne faut pas chercher à identifier aujourd'hui concrètement qui est resté forcément fidèle à ses convictions, mais la tendance, elle est celle-là, qui est celle de dire que le régime progressivement a fini par prendre le pas sur tout cela et à les mettre un peu sous son contrôle. Vous avez dit quelque chose qui est important à éclaircir. On est parti du parti unique pour arriver au multipartisme. Vous avez peur qu'on retourne au parti unique. Mais est-ce que c'est possible? Bon, vous savez, le parti unique en soi, ce n'est pas le fait d'avoir un seul parti comme on l'a eu à l'époque, mais c'est le fait d'avoir un seul parti aujourd'hui qui en réalité rend les autres partis insignifiants. Aujourd'hui, nous avons en face de nous un parti qui est le parti UNIR, qui a mis tout en œuvre pour pouvoir fragiliser tout ce qu'il y aura comme parti politique devant lui et qui joue le jeu et pour qui aujourd'hui la chanson est simple. Si vous voulez, rejoignez-nous et ensemble on peut faire quelque chose. Mais le cas échéant, nous allons vous neutraliser, c'est tout. En 1990, au Togo et un peu partout en Afrique, la question la mieux partagée était celle de la démocratie. Celle du Togo a-t-elle progressé ou pas? Bon, je dirais la démocratie togolaise a connu un début assez intéressant parce que matérialisé par le passage à la 4e République,
qui essayait de reprendre en fait les aspirations démocratiques de tout un continent ou de toute une époque. Mais avec le temps, cette démocratie est confrontée à plusieurs épreuves qui sûrement l'ont fragilisée, mais qui est quand même grandissante parce que ce qu'on avait au début des années 90 a progressivement évolué, mais n'a pas forcément atteint l'objectif escompté au début des années 90 était simple, c'est de faire du pays un pays démocratique, un pays avec une alternance au pouvoir et surtout un pays qui devait faire, disons, table rase ou bien mettre dans l'histoire le RPT d'alors. Malheureusement, on s'est retrouvé dans une approche où le RPT, comme un phénix, est revenu de ses cendres et progressivement a su s'implanter, a su fragiliser tout ce qui voulait le mettre hors circuit et après, comme un serpent, il a fait une mue, il a changé de peau, il est devenu unir et continue par conserver son pouvoir. Donc, sur ce plan, on peut dire que ça n'a pas évolué en termes d'espoir et autres. Mais en termes d'état de droit aussi, cela reste discutable. Mais sur le plan des textes, et moi c'est l'aspect qui m'intéresse, sur le plan des textes, on a forcément fait une évolution, même si depuis quelque temps, on assiste à un recul au niveau de la plupart des textes. Parce que le problème au Togo, on a toujours eu des textes, mais c'est leur application qui a toujours posé problème. Et maintenant, dans un contexte où l'application a toujours posé problème, si ces textes qui étaient un tien vaut mieux deux tu l'auras, on les met carrément en recul, alors il est difficile de dire que le Togo est aujourd'hui une démocratie, mais je suis de ceux qui disent toujours que le Togo est une démocratie en construction, à défaut d'être une démocrature. Quand on évoque le 5 octobre et les événements qui ont suivi par la suite, beaucoup, en faisant la comparaison avec les autres pays, regardent du côté de la présidence. Le fauteuil présidentiel est resté avec le RPT, et puis après avec UNI. Ce statu quo au Togo est devenu particulier dans la sous-région. Oui, en fait, le fauteuil présidentiel, parce qu'en Afrique, ou bien au Togo, le pouvoir s'est illustré à travers cette position. Et même si on n'a pas une clarification du régime en soi-même, on sait que nous sommes dans un régime présidentiel. Donc, tout le monde veut le changement au sommet, et c'est sur ça que chacun outille sa lutte ou bien organise sa lutte. Et c'est d'ailleurs la même chose, que ce soit aujourd'hui pour la plupart des partis politiques qui sont créés, vous verrez que chacun se concentre ou bien se prépare pour une élection présidentielle. Mais même avant de retenir sur cette particularité, j'aimerais attirer notre attention que même au niveau du législatif, il n'y a pas eu en réalité d'évolution. Déjà en 1994, on a eu, avec les premières élections législatives de l'ère démocratique, une tendance qui amenait subitement l'opposition à la tête de l'Assemblée, en termes de représentativité, quand on prend CAR, UTD à l'époque, mais très vite le régime a su manœuvrer pour reprendre cette majorité en faisant une alliance avec l'UTD. Et après cette élection de 1994, il n'y a plus eu une seule élection législative où le régime n'a pas eu la majorité à l'Assemblée nationale. En 1999, ils sont allés tout seuls. Et que ce soit en 2007, avec tout ce qui a été fait, ils sont sortis majoritaires. 2013, il en est de même. Et 2018, il en est de même. Donc ça veut dire que l'alternance en soi-même n'a pas été consacrée au niveau des deux grands pouvoirs politiques que sont l'exécutif et le législatif. Maintenant, particularité togolaise dans la sous-région, il faut le relever, c'est que de cette période, effectivement, nous avons vu au Bénin un Kérékou qui est parti, tout comme dans les autres pays, tous ceux qui étaient là sont partis. Bon, je ne vais pas aller en Afrique centrale pour parler des Bongo et autres, mais je reste en Afrique de l'Ouest pour le moment. Donc, tout le monde est parti. Il y a eu des alternances, l'alternance à la tête de tous ces États aujourd'hui. Au Togo, on peut dire qu'il y a eu, sur le principe, une alternance en 2005. Et la dernière fois, je m'amusais en disant à quelqu'un que la notion d'alternance au Togo, elle est prévue dans les textes et elle est vécue. Elle a été vécue soit par le sort, soit dans la douceur, soit dans la violence. Mais l'alternance créée par la voie des urnes, comme on le conçoit dans un régime démocratique,
n'est pas encore une réalité au Togo. Et pourtant, tous les autres pays de la CEDEAO ont eu à l'expérimenter. Ce que vous essayez d'expliquer là, est-ce qu'on peut parler d'alternance, puisque Winnie ou le APT est resté au pouvoir? Bon, vous savez, l'alternance ne se définit pas forcément par rapport au parti. Non, il ne faut pas définir l'alternance par rapport à un parti politique, mais il y a quelqu'un qui incarne le pouvoir exécutif, c'est le président de la République. Et quand il n'est pas là, ou bien quand il est remplacé, il y a eu alternance. Maintenant, comme je le dis, cette alternance au Togo en 2005, elle n'est que dans le principe, elle n'est pas dans les faits, parce que quand vous vous référez au lendemain du décès de Yadema, déjà qu'on nous présentait quelqu'un, un civil, qui devenait de facto celui à qui l'armée a fait allégeance. Après, il devenait subitement président de l'Assemblée nationale, qui redevenait président par intérim. Après, il démissionne, il prend son temps, son mal en patience, on organise un scrutin avec tout ce qui s'en est suivi et il est consacré. Donc, il est difficile aujourd'hui de parler même d'une alternance électorale parce que ce n'était pas forcément le cas. Donc, c'est dire que sur le principe, il y a eu changement de la personnalité du président, mais ce n'est pas une alternance telle que conçue à la base dans une approche démocratique. Quels sont les défis qui se posent alors à notre pays? Alors, notre pays aujourd'hui a un défi, c'est que on a un système. Pour moi, je n'aime pas parler d'un parti politique, mais je préfère parler d'un système parce que, quoi qu'on dise, ce n'est pas le parti UNIR ou le parti RPT d'alors seulement qui gère. Il y a tout un système qui est là et qui malheureusement a passé plus de temps, que ce soit la colonisation allemande ou la colonisation française. Il a passé plus de temps, il s'est ancré et il va falloir progressivement que ce système puisse être combattu. Combattu dans le bon sens du terme parce que ce système, pour pouvoir s'ancrer, est sorti des marges légales et autres et a su s'incruster, a su utiliser tous les moyens de l'appareil d'État pour pouvoir s'imposer. Donc, ce système, des gens ne l'ont pas vite compris et les gens étaient là le jour où il y a des mains décédées, les gens disent « Ah, nous sommes sauvés ». C'est là où certains se sont réveillés pour comprendre que non, c'est un système. Ce n'est pas Yadema. Tout comme aujourd'hui, je dis aux uns aux autres, ce n'est pas Fonya Singbe, c'est un système. Même s'il est un élément déterminant de ce système parce que son père a su construire son système et lui aussi, quand il est venu, il a su apporter des réajustements pour mettre le système sous son contrôle. Mais ce système en soi-même, il a besoin d'être revu, d'être ramené à une phase où on peut compétir plus librement au Togo et permettre aux Togolais de pouvoir exprimer en toute transparence et en toute quiétude le choix qu'ils pensent être le mieux justifié pour eux. Pour éventuellement influencer ce système au profit des populations du Togo, est-ce que c'est au système de travailler pour cela? Est-ce que c'est à la communauté internationale? Ou est-ce que c'est par exemple aux populations ou par exemple aux partis politiques et aux leaders? Je pense que c'est à tous ceux que vous venez de citer de travailler. En réalité, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le destin du Togo importe aux Togolais tout comme à la communauté internationale. Nous sommes imbriqués. On est dans ce concept de village planétaire dont les uns et les autres parlent. C'est que ce qui se passe au Togo a un impact ailleurs. Vous avez vu un peu l'indignation des autorités italiennes face aux migrations, un de ces matins, contre la France. Ce n'est pas parce que les autorités italiennes avaient pitié des Africains, non. C'est parce qu'ils savent que la politique française en Afrique est peut-être à la base de ces migrations qui viennent troubler eux leur quiétude là-bas. Donc ça veut dire que tout est interconnecté. Donc il faudra aujourd'hui que tout un chacun travaille à ce qu'on crée un cadre propice à l'exercice des libertés publiques. Je dis le plus souvent aux uns aux autres que ce n'est pas, peut-être comme on pose le débat aujourd'hui, ce n'est pas la composition de la CENI qui reste le problème. Non, c'est le système, le cycle électoral en soi-même qui est un challenge, au-delà de la composition de la CENI. Parce que si quelqu'un, on parle de financement des partis politiques, ou bien de limitation des financements dans le cadre des élections, si quelqu'un peut utiliser des milliards, ce qui dépasse ce qui est autorisé normalement, pour organiser une campagne électorale, parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi. Si quelqu'un peut utiliser un tel montant et avoir le contrôle sur l'issue des résultats, ce n'est pas à la CENI de changer quelque chose. Ça veut dire qu'avant même qu'on rentre dans l'isoloir,
les choses sont déjà pipées. Quelque part, les choses sont pipées. Quand quelqu'un met en œuvre une politique publique et la conditionne aux bénéficiaires en leur disant « vous votez pour moi pour que ça puisse continuer » ou bien « vous votez pour moi pour que cette politique puisse être mise en œuvre chez vous », il y a problème quelque part. Donc c'est un peu, tous ces aspects doivent être revisités. Et ce n'est qu'en travaillant sur ça et en impliquant tout le monde sur la nécessité de l'alternance. Parce que, vous savez, tout réside dans l'intérêt de l'alternance. L'intérêt de l'alternance, c'est d'éviter les conflits. Dans la plupart des pays aujourd'hui en Afrique où nous avons des conflits, tout est parti d'une question politique, d'alternance ou de quelqu'un qui s'est accroché au pouvoir. Et dans les pays où vous avez l'insécurité qui a pris le pas, effectivement, c'est toujours cette marginalisation. Ou bien c'est cette jeunesse qui se retrouve désœuvrée, qui n'a rien à faire et qui pense que la meilleure façon pour elle de s'en sortir, c'est de s'en prendre à ceux qui se débrouillent. Ouais. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut éviter. Et moi, ce qui me fait sourire parfois, c'est le fait de dire plutôt que si on va vers une alternance, on risque d'avoir l'insécurité. Je vois des uns des autres nous parler de l'exemple burkinabé, que depuis que Blaise est parti... Justement, il y a cette école qui fait les gens dans certains milieux. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit craindre, l'alternance? Non, vous savez, l'alternance ne peut pas être crainte, à moins que des gens ne veulent pas de l'alternance et travaillent pour cela. Vous avez vu, peut-être qu'on y arrivera tout à l'heure, mais parlant de Napoléon, le problème il s'est posé où? Le principe était celui de ne pas se représenter. Il a tout fait pour modifier, on a dit non. Quand il est parti maintenant, il est venu renverser tout le monde par la force et s'est proclamé empereur pour mettre entre parenthèses le principe de l'alternance et du mandat. Donc, ça veut dire que ce n'est que celui qui cherche à s'accrocher qui peut peut-être commencer par menacer en disant que si je pars, je vais vous rendre le pays ingouvernable. Sinon, ce n'est pas l'alternance qui rend un pays ingouvernable, parce que tout dépend de comment est-ce que l'alternance est préparée. L'alternance, quoi qu'on le dise, c'est aussi éduquer les uns et les autres à le comprendre et à l'accepter. Et à comprendre que c'est un jeu classique. Vous voyez, dans les pays occidentaux, vous vous retrouvez, vous voyez, il y a quelqu'un qui fait peut-être 8 ans, après il y a un autre parti politique qui vient, qui fait encore ses 10 ans, un autre vient, et ce qui permet justement aux gens de savoir se comporter, parce qu'ils savent que aujourd'hui nous sommes là, mais demain nous ne serons pas là. Mais si aujourd'hui nous sommes là, qu'est-ce que nous faisons de concret pour que même en notre absence, on puisse se rappeler de notre passage? Vous prenez Obama. Durant le passage d'Obama, on a beau dire tout quoi que ce soit, c'est l'Obamacare qui est resté l'élément capital de son passage. Et aujourd'hui, bien que Trump soit populiste et autres, quand il a voulu commencer par fragiliser l'Obamacare, ce sont les mêmes, les siens, qui s'opposent à cet acquis. Donc, c'est dire que quand on est dans une approche et qu'on veut l'alternance, c'est justement commencer par poser des pas pour qu'on puisse dire c'était à l'époque de X ou Y qu'on a eu ceci et après lui on a eu ceci. Et c'est ça en fait. Et ça permet d'éviter que certains, aujourd'hui par exemple, au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a certains d'entre nous, nous remercions Dieu parce que par le destin, on peut espérer s'en sortir ailleurs. Mais ce n'est pas le cas de tous les jeunes Togolais. Mais si les mêmes vont rester chaque fois, qu'est-ce que les jeunes Togolais vont faire? Ou si les mêmes, parce qu'ils sont là, s'accaparent de tout et sont là en train d'assurer l'intérim en attendant que leurs fils viennent les remplacer à des postes stratégiques, qu'est-ce que les autres qui vont à l'école vont espérer faire? Mais les mêmes disent que ça se donne pas, ça ne se décrète pas, l'alternance. Non, l'alternance, ça ne se décrète pas si les conditions d'organisation des élections étaient transparentes. Là, chacun travaillerait pour être élu de façon transparente, de façon crédible. Mais quand tout est verrouillé, excusez-moi, il va falloir à un moment donné initier un décret. Et ce décret, c'est celui qui verrouille tout. C'est à lui de prendre ce décret pour déverrouiller. C'est ça le challenge. Maintenant, parlant de déverrouillage, est-ce que les dernières réformes constitutionnelles, institutionnelles qui ont été opérées au Togo, est-ce qu'elles sont assez fortes pour éventuellement conduire à cette alternance au Togo, dans un bref délai ou dans un moyen terme? Techniquement, je pense que, vous savez, j'ai écrit un ouvrage sur 55 ans de vie constitutionnelle au Togo, où j'avais fait des recommandations. Et si c'est par rapport à cet ouvrage, je vous dirais que nous n'avons rien fait. Mais maintenant, par rapport aux acteurs politiques, ils étaient plus concernés par les réformes à caractère électoral. Et c'était surtout le retour de la limitation du mandat, l'obtention du scrutin à 2 tours. Je pense que ce sont des faits qui sont désormais consacrés.
Maintenant, en aucun cas, il n'est pas venu, mais pour moi, ce n'est pas tellement un débat si on arrive vraiment à organiser des scrutins crédibles et transparents où les gens font ce qu'ils doivent faire et où l'électeur sait que je vais voter et mon vote sera pris en compte. Là, on peut régler ce problème à ce niveau. Mais ce qui n'est pas forcément le cas. Vous voyez, nous venons d'avoir des élections locales. Et moi, je vais m'arrêter à ces élections locales où, aujourd'hui, vous constaterez que la CENI, ce n'est pas que le problème se trouve à la CENI. Le problème commence depuis le bureau de vote. Qui est présent dans le bureau de vote? Qui représente qui en réalité dans un bureau de vote? Et qui travaille pour qui? Il y a ce problème que nous devons régler. Deuxièmement, vous avez vu des PV, des procès-verbaux qui ont quitté des CELI et qui n'ont pas été signés par certains membres des CELI, qui ont refusé de les signer. Mais quand ça arrive à la Cour suprême, qu'est-ce que la Cour suprême fait? Ça ne l'intéresse point. Elle a reçu un procès verbal, elle fait son travail. Au lieu de chercher à comprendre peut-être pourquoi, dans le cadre d'une commission qui est mise en place pour organiser les élections, pourquoi à l'issue du scrutin, tout le monde n'a pas signé. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'on peut essayer de le comprendre pour savoir pourquoi certains ont boycotté la signature, ce qui n'a pas été le cas. Et des gens ont boycotté les signatures, comme j'ai eu à l'apprendre sur le terrain et aller recouper les informations, parce qu'à un moment donné, au niveau des CELI, les gens n'étaient même pas d'accord sur les résultats qui partaient des CELI vers la CENI. Parce qu'il y a eu plusieurs cas qui ont été cités. Donc, à partir du moment où vous vous retrouvez dans un organe de gestion des élections, avec quelques petits zélés qui peuvent s'amuser à changer carrément ce qui est issu des urnes et à l'envoyer à un niveau donné. Vous vous attendez à quoi quand on va arriver à une présidentielle avec cette même approche ou bien cette même mentalité de faire? Je dis le plus souvent aux gens que la CENI, elle a commencé au Togo avec la CEN, la Commission électorale nationale, en 93, qui a organisé la présidentielle de 93. Et depuis 93, tous les organes chargés d'organiser les élections au Togo ont été toujours composés sur une base paritaire. Ça n'a jamais changé. Donc ça veut dire que ce n'est pas un problème de qui est à la CENI ou bien qui a la parité à la CENI, non. La loi électorale est claire sur l'organisation des élections. La loi électorale aussi prévoit un volet répressif sur tout ce qui peut être comme entrave lors de l'organisation d'un scrutin au Togo. Depuis quand est-ce que le ministère public s'est saisi pour réprimer des gens qui ont posé des actes de fraude lors d'un scrutin? On ne l'a jamais eu. Alors si les gens n'ont pas été réprimés, ça veut dire que les gens sont encouragés. Les gens savent que ils le font pour quelqu'un et ils ne seront pas punis. Ils vont continuer par le faire. Et quand on le fait et que ça arrive à la CENI qui dans les tests est devenue un simple agent d'enregistrement des informations pour transmettre à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême. Alors, quand même ça arrive à la CENI et que tu veux parler, on te dit non, fais tes commentaires ou une observation, on va envoyer à la Cour suprême ou à la Cour constitutionnelle, elle appréciera. Donc, à partir de ce moment, ça veut dire que l'organe de gestion des élections même pose problème. Deuxième chose, nous sommes arrivés aujourd'hui à un niveau où il n'y a plus de confiance entre les Togolais. Et quand vous voyez la réforme qui est faite de la Cour constitutionnelle dans le dernier texte qui est sorti, même si on met en place une Cour constitutionnelle, excusez-moi, quelle que soit la bonne volonté de ceux qui la composeront, elle ne pourra rassurer personne. La conséquence de tout ce que vous venez de décrire, c'est qu'il y a une sorte de désaffection au niveau des bureaux de vote. On l'a constaté lors des dernières élections municipales, on l'a constaté un peu avant aussi. Les Togolais disent, et c'est ce qu'on entend très souvent, que les issues des élections au Togo sont connues d'avance. Comment remobiliser alors les Togolais et à retourner vers les bureaux de vote? Non, il sera difficile de remobiliser les Togolais, surtout dans un contexte où ceux qui ont pris part aux élections locales, sans avoir obtenu ce pourquoi ils ont boycotté les législatives, viennent de donner raison à certains Togolais qui se disent en fin de compte, c'est pas là où ça va changer. Ça, c'est la véritable préoccupation. Et quand vous écoutez après un Tikpi Achadam qui fait une catégorisation en parlant des participationnistes et des non-participationnistes, et qui va plus loin dans sa métaphore en parlant du corbeau et de l'épervier, en traitant tous ceux qui veulent aller aux élections avec Fonya Singbe en 2020 d'être des corbeaux,
et en prenant Fonya Singbe et les siens comme les éperviers, mais qui ont tous comme finalité de prendre les poussins, il y a problème. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de Togolais qui se disent que la solution n'est pas forcément électorale. Alors, c'est là où on se dit qu'il faut forcément discuter de comment garantir ou rassurer tout le monde sur la bonne tenue des scrutins. Et c'est là le challenge. La bonne tenue des scrutins, mais à quel niveau? Si les gens veulent seulement aller à la CENI pour siéger dans la CENI, non, ça ne suffit pas. Donc vous rejoignez quelque part le dernier appel de Jean-Pierre Fabre pour des discussions avant l'organisation des élections? Non, je suis juste surpris que son appel soit aussi tardif parce qu'il avait eu le cadre du dialogue pour discuter depuis. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu discuter. Et donc, je suis de ceux qui pensent qu'il y a des problèmes et des préalables qu'il faut essayer de revoir avant de s'assurer de prendre part à ce scrutin. Tout comme je dirais, le politologue en moi pourra aussi dire qu'il y a des manières par lesquelles on peut procéder pour forcer le régime à dialoguer. Pas forcément en allant dans la rue, mais en créant un rapport de tension sur la perspective de ces élections. Donc, il y a lieu quand même de revoir les conditions d'organisation de ces élections pour créer un cadre propice à un scrutin sincère, apaisé. Nous discutons du Togo qui est particulier pour beaucoup de gens et dans la sous-région. Des chefs d'État, d'anciens chefs d'État se sont réunis cette semaine au niveau du Niger pour évoquer les constitutions et la limitation des mandats présidentiels. Ils sont contre un troisième mandat. Quelle est votre appréciation de l'initiative qui a été prise et animée au Niger? Non, vous savez, il y a des initiatives méritent d'être saluées comme celle-là. Nous ne pouvons que saluer cette initiative. Et c'est aussi important de voir que ce problème continue de préoccuper plusieurs personnalités, plusieurs acteurs. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que le problème togolais ne concerne pas seulement les Togolais, mais il concerne la communauté internationale et autres. Donc aujourd'hui, la question de la limitation des mandats à travers nos constitutions reste une préoccupation parce qu'il y a toujours des brebis galeux qui sont encore à la traîne et pour lesquels il faut passer de l'avant. Et aujourd'hui, au moins en Afrique, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu quand même une décrispation de la situation et du contexte politique dans les pays où on s'est prêté à cet exercice d'alternance au sommet de l'État. On a constaté quand même que la plupart des pays africains aujourd'hui ont dans leur constitution la limitation du mandat présidentiel à 2. Oui, la plupart des pays ont cela dans leur constitution. Si vous le permettez, je vais faire un petit retour en arrière, peut-être historique, pour dire, vous savez, l'exemple le plus palpable, c'est d'abord les États-Unis. Et on disait que dans la Constitution américaine, il n'y a même pas de limitation de mandat. Et donc, il a fallu attendre un certain George Washington, qui est arrivé, qui après 8 ans dit, mais cette affaire-là, on ne peut pas la faire indéfiniment. Moi, je m'arrête à 2 mandats. Et ceux qui l'ont suivi ont gardé cette dynamique. Mais une situation, celle de la Seconde Guerre mondiale, a amené celui qui était aux affaires à faire plus de 2 mandats. Mais quand il est sorti, il a mis fin à cette affaire parce qu'en 1951, finalement, il y a eu un amendement de la Constitution américaine qui a permis justement de fixer dorénavant cette limitation à 2 mandats pour tout le monde, quelles que soient les circonstances. En France, on ne l'a jamais eu, cela n'a jamais posé problème, mais Sarkozy est venu en 2007 et a permis de consacrer cette limitation de mandat. Ce qui veut dire que même dans les vieilles démocraties, au début, les gens ne s'étaient pas posé la question, mais la pratique a montré aux uns aux autres que c'était un élément important pour pouvoir construire un pays, pour pouvoir consolider un pays. Et heureusement, c'est là où je salue déjà nos premières heures de l'indépendance, les régimes auxquels nous avons eu affaire ont permis déjà au début des années 90 à beaucoup de pays africains de se dire la seule façon d'éviter ces dérives, c'est de mettre fin au pouvoir et de faire de sorte à ce que le pouvoir soit circonscrit durant une période donnée. Et c'est comme ça que nous sommes allés à ces limitations de mandat. Le Togo, tout le monde y est allé. Malheureusement, dans la pratique togolaise, parole de militaire, à un moment donné, on a fini par céder aux caprices. Et je comprends aujourd'hui le président du Niger qui le crie haut et fort parce que son entourage l'influence pour qu'il puisse continuer.
Mais alors qu'en réalité, on ne peut pas céder à ces caprices. Donc, ce qui se pose aujourd'hui en termes de limitation de mandat est un challenge pour l'Afrique. Parce que je vous le disais plus tôt, la plupart des pays africains aujourd'hui sont dans des conflits parce que des gens ont refusé de laisser le pouvoir. Et les gens se disent, si quelqu'un a refusé de laisser le pouvoir par la voie la plus légitime possible, qui est celle des urnes, alors il faut qu'on trouve d'autres voies détournées pour arriver au pouvoir. Et c'est ce qui nous met dans une situation d'instabilité dans beaucoup de pays africains. Et quand nous voyons ceux qui sont en instabilité, de grâce, ne pressons pas les pas pour emboîter dans leur dynamique. Rebroussons chemin et essayons de voir les choses. Bien, merci. Nous venons de passer 45 minutes avec vous, Madi Diabakate Mohamed. Nous allons, comme c'est la tradition, donner la possibilité aux auditeurs, eux aussi, d'intervenir avec leurs questions. Je rappelle nos numéros 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous avez un pose récepteur à côté de vous, vous voudrez bien l'éloigner. C'est fait? Ok, votre nom. Bonjour. Oui, Pelé, votre question. Enchanté, monsieur Pelé. Bien, merci, cher ami Pelé, pour vos deux questions. Madi Diabakate. Oui, merci à M. Pelé. Je dirais que M. Pelé est plus historien que moi, hein, parce que avec toutes les dates qu'il a citées. Bon, moi je pense que, j'ai dit tout à l'heure, le nom Gnassingbé, son bon usage, c'est comme une marque, hein, son bon usage ou autre dépendra avant tout des Gnassingbé. C'est à eux de savoir comment est-ce qu'ils veulent que leur nom soit retenu. Mais au-delà de tout, je dirais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où beaucoup d'acteurs le précisent. Et c'est ce qui se dit aujourd'hui à Niamey. On n'a pas besoin de rester indéfiniment au pouvoir. Et dans un article sur lequel je l'ai dit il y a quelques semaines de cela, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux après 3 mandats si on n'a pas proposé quelque chose de concret? Sinon, ce n'est qu'entretenir le statu quo. Et je suis de ceux qui conseille bien évidemment au chef de l'État, Faure Gnassingbé, de prendre ses responsabilités et de permettre au pays de s'engager sur une bonne voie qui est celle de la consolidation des acquis démocratiques. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où on a une constitution que les siens ont aidé à mettre en place et à travers laquelle il est possible pour lui d'aller aux élections. Alors, dans un tel contexte, il faut juste se demander, aller aux élections dans quel cadre? Et c'est de ce cadre, pour avoir un scrutin qui répond aux normes, un scrutin qui ne va pas encore amener des conflits post-électoraux, c'est à ça qu'il faut travailler. Si ce n'est pas le cas, je suis de ceux qui disent, bon,
on est là, on est dans le... allons-y et on verra ce que ça va donner. Sinon, je ne peux pas aujourd'hui me mettre ici à dire aux descendants de Gnassingbé Yadema de bien gérer leur nom ou autre, mais je suis de ceux qui pensent qu'on n'a pas forcément besoin de rester indéfiniment au pouvoir. Bien, merci. Nous allons, pour la question concernant le Niger, où il y a eu ce forum, et le Soudan, où on parle de guet, notre ami me demande si on doit faire un choix, et quelles sont les informations qui doivent être diffusées en premier. Je dis tout simplement qu'il n'y a pas de standard par rapport à l'exemple qu'il vient de donner. Tout est question de la ligne éditoriale de chaque média et de l'intérêt des auditeurs qui écoutent ces médias-là. Vous savez très bien que quand vous citez une radio nationale, la ligne éditoriale de la radio nationale n'est pas forcément la même que celle d'une station privée. Donc vous allez, dans certains cas, avoir le Niger et le forum passer en premier avant que la guerre au Soudan ne soit diffusée. Mais dans certains cas, la guerre au Soudan peut être diffusée avant le forum du Niger. Tout est question, dans le cas spécifique, de ces deux informations-là, de la ligne éditoriale et de l'intérêt des auditeurs de ces médias. Je vais vous poser des questions qui sont laissées par les invités, les auditeurs qui sont également sur les réseaux sociaux. J'ai la question de M. Mensan à Cap-Emmanuel. Selon vous, l'opposition est-elle sur le bon chemin pour amener l'alternance que les Togolais cherchent en 2020? Il est évident que pour moi, je préfère qu'on compétisse électoralement pour prendre le pouvoir que de rentrer dans une révolution comme on a aujourd'hui ces deux courants au sein de l'opposition. Donc j'encourage les uns et les autres à privilégier la voie électorale en exigeant tout ce qui peut permettre que ces élections, pour une fois, se passent en toute quiétude pour situer l'électeur et que les voix des électeurs soient prises en compte. Et après, on avisera. Mais je pense que la meilleure voie, c'est celle de participer, mais pas forcément en désordre comme tout le monde l'annonce aujourd'hui qui sera candidat. Il y a une autre question, celle de Ata Vimiel. Selon vous, quelles peuvent être les raisons qui peuvent pousser un chef d'État à s'accrocher au pouvoir comme on l'a vu au Zimbabwe, puisque souvent on entend dire que chaque pays a son histoire ou ses réalités? Non, je dirais que on ne peut pas poser des actes parce qu'on est chef de l'État et après avoir peur d'assumer ses responsabilités, préférer s'accrocher au pouvoir pour encourager l'impunité. Et moi, je suis de ceux qui disent que rassurer les chefs d'État, c'est bien, mais on ne va pas aussi continuer par la culture de l'impunité pour pouvoir avoir une démocratie épanouie. Donc, pour moi, il n'y a rien qui peut justifier que quelqu'un s'accroche au pouvoir dans la mesure où nous sommes dans une société où chacun peut compétir et ce qu'on a à faire, on a un délai prédéfini pour le faire. Quand on vient le faire, on le fait. Et quand le temps est passé, on laisse d'autres aussi venir faire leurs preuves, plutôt que de s'accrocher pour vouloir faire des preuves qui forcément n'ont pas besoin d'être. Bien, merci. Deuxième auditeur, allô. Bonjour. Voilà, l'auditeur, est-ce qu'on l'a perdu, celui qui est allô? Oui, bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? Rodrigue, votre question. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur Rodrigue. Bien, merci, cher ami, pour votre question. Quel est votre regard sur la classe politique du Togo? Bon, je dirais qu'il ne faut pas abdiquer. Vous savez, les convictions politiques, elles ne sont pas implémentables sur le coup. Ce n'est pas comme une carte téléphonique que vous rechargez. Donc, il y a toujours des difficultés ou des opinions favorables qui permettent d'aller de l'avant. Donc, il faut continuer par le faire.
Mais maintenant, en ce qui concerne le renouvellement de la classe politique, je pense aussi que c'est l'une des réalités de notre classe politique, c'est que vous retrouvez des gens qui sont déjà dans la quarantaine révolue, presque la cinquantaine, qui sont toujours dans la jeunesse des partis politiques, parce que ceux qui sont devant depuis 90 ou 91 sont toujours là, et effectivement, à l'époque où les autres étaient jeunes, ils sont restés jeunes dans leur posture puisque les autres sont toujours là. Donc il faut aujourd'hui qu'on puisse aussi au sein de nos partis politiques préparer la jeunesse à prendre le devant. Il faut que ce soit une politique en interne au sein des partis politiques. C'est comme ça d'ailleurs qu'on construit un parti politique. Au lieu d'axer le parti politique uniquement sur la personne du président, qui est la référence, qui fait tout, qui est le seul à savoir d'où l'argent vient pour que le parti fonctionne. Je pense qu'il faut partir de ces étapes-là vers d'autres étapes plus prometteuses qui sont celles de la formation, de la relève et autres. Et ça, c'est un appel que lui et moi nous lançons à tous les acteurs politiques, de commencer par cultiver également l'alternance ou préparer l'alternance ou renforcer les capacités au sein des différents partis politiques. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il est temps pour toute une vague de partir et pour qu'une nouvelle vague suscite. Là, je serais obligé d'emprunter le mot de Pierrot tout à l'heure qui parle de « ça ne se décrète pas ». Je pense que c'est un travail qui se fait et progressivement, la nouvelle relève peut apparaître. Nous avons la question de Aristide qui habite à Bekilikabe. Que pensez-vous de la candidature unique ou non au niveau de l'opposition togolaise par rapport à la présidentielle de 2020? Vous savez que ça fait débat depuis quelque temps. Alors, je vais aller au-delà de ma pensée. Je prends acte aujourd'hui du fait qu'il sera difficile d'avoir une candidature unique parce que tout le monde veut aller aux élections et parce que tout le monde se dit qu'il y aura 2 tours et qu'il faut que les partis aillent au premier tour pour quand même se peser et voir leur valeur. C'est une question de stratégie politique parce qu'il y a certains partis aussi qui, depuis 10 ans, se sont toujours mis dans des alliances de circonstances, ce qui fait qu'à un moment donné, le nom du parti politique même disparaît sur le terrain parce qu'on ne le voit plus concrètement, mais on le voit dans le cadre d'alliance. Donc les gens se disent que si aujourd'hui il y a un scrutin à 2 tours, ils pensent que c'est la meilleure façon d'aller en rang dispersé et d'espérer affronter ou soutenir celui de l'opposition pour le second tour. Ce qui pour moi n'est pas forcément évident. Parce qu'avec la CENI telle qu'on l'a aujourd'hui, avec les textes tels qu'on les a aujourd'hui, avec la Cour constitutionnelle telle qu'on l'aperçoit dans un futur proche, il est évident qu'on peut rentrer dans un scénario où le pouvoir pourra gagner au premier tour. Donc, pour moi, le souhaitable aurait été d'avoir des candidatures concertées. Candidature concertée, il faut le comprendre dans une approche où l'opposition mutualise ses forces pour pouvoir au moins s'assurer que les résultats sortis des urnes soient consacrés et soient publiés par la CENI et la Cour constitutionnelle. Maintenant, sur le long terme, aujourd'hui, est-ce qu'avec ce qu'on a vu lors des locales passées, est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour un parti politique d'opposition d'espérer en venir à bout tout seul de ce régime? Je ne le pense pas. Mais étant donné que ce sont des partis politiques qui se réunissent avec leurs membres et qui prennent des décisions, nous avons tous vu. Le parti a dit également s'est retiré tout récemment de la C14. Donc ça veut dire que les gens ont déjà pris le rendez-vous et ont pris leurs dispositions pour être au scrutin. Nous ne pouvons que maintenant prendre acte et voir ce qu'on peut analyser de ces prises de position et des conséquences qui peuvent en découler. Après Rodrigue au téléphone, nous allons avoir le 3e auditeur. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, quel est votre nom et puis votre téléphone Votre radio... Vous avez une radio à côté? Oui, vous baissez un peu son volume, on va constater la qualité. Oui, Combattez. Combattez nous appelle d'où? Ok, Combattez, allez-y. Oui, je vous écoute.
Son constat est fait à partir des analyses des journalistes. Non, je pense que, en fait, vous avez donné les deux éléments. On apprécie le plus souvent sur la forme et sur le fond. Peut-être que c'est l'exercice que je préfère faire le plus. Et pour être intellectuellement honnête avec moi-même, je préfère faire la forme et le fond. Mais ce n'est pas obligé que tout le monde en fasse de même. Il y en a qui préfèrent apprécier seulement sur la forme, il y en a qui préfèrent apprécier sur le fond. Et je pense qu'il revient à nous, citoyens, d'écouter toutes ces analyses et de faire la synthèse que nous trouvons la plus judicieuse et qui va le plus dans l'intérêt de notre pays. Donc, au-delà de tout, aujourd'hui, comme on le dit, nous avons un test constitutionnel qui, sur la forme, permet à Fogna Singbe d'être candidat. Sur le fond, nous avons un contexte politique national qui devrait plutôt conseiller à l'apaisement et à la capitalisation des acquis, à un retrait de Fogna Singbe. Et ça, on ne peut que le dire, mais le dernier mot reviendra toujours aux concernés. Je dirais peut-être le premier mot reviendra aux concernés, mais le dernier mot reviendra aux électeurs qui, à travers le scrutin, s'il remplit les conditions normales, pourront apprécier l'opportunité ou non d'une telle quatrième candidature. Nous avons la question de Donatien depuis Adidogome, question déposée sur la plateforme des fans du fan club des 12. Le problème togolais n'est-il pas un problème d'éducation de la maison jusqu'à l'école, vu les actions de certains éminents enseignants même? Vous comprenez la question? Je comprends la question. Je comprends la question, mais je dirais, vous savez, la fois dernière, je faisais un peu cette illustration à quelqu'un. Je lui dis, mais vous imaginez que nous avons combien de religions aujourd'hui? Nous sommes tous là à dire que nous adorons Dieu. Mais nous avons plusieurs religions. Et même au sein d'une même branche religieuse, nous avons plusieurs, je dirais, sections. C'est une façon de dire que la classe politique togolaise aussi, nous ne pouvons pas espérer une union de cette classe politique, parce que s'il y a 100 partis politiques au moins, ça veut dire qu'il y a 100 façons de voir la politique togolaise. Et malheureusement, des gens le verront comme ils ont été éduqués à la maison, d'aucuns le verront comme ils ont été éduqués à l'école, mais il reviendra toujours en dernier mot à celui qui est cet arbitre, le peuple, si les conditions sont réunies, de pouvoir faire comprendre aux uns aux autres que votre façon de voir la chose n'est pas la plus appropriée. Les gens, parlant de feu Chirac, qui nous a quittés il y a quelques jours, les gens disaient que Chirac était vraiment la caractéristique du politicien, qui aujourd'hui, il pouvait être contre quelque chose, mais s'il demain, il réalise que cette chose peut l'aider à progresser, il devient pour, et il fait campagne dans ce sens, juste pour pouvoir s'en sortir. Donc, question d'intérêt? Question d'intérêt, en réalité, et c'est ça la politique. Pour les roublards qui le maîtrisent, ils savent comment le jouer. Mais consciencieusement, aujourd'hui au Togo, nous n'avons pas d'idéologie dans nos partis politiques. Je suis d'accord qu'il y a des idéologies qui sont écrites sur papier. Mais quand vous allez dans nos partis politiques, il n'y a pas d'idéologie que les gens vivent et qui permettent d'orienter l'action politique, d'orienter le combat politique. Donc, on va toujours se retrouver dans cette cacophonie, mais nous sommes sûrs que progressivement, nous allons améliorer et apprendre de cela. Donc, l'éducation de la maison, l'éducation de l'école, je pense que c'est le tout qui fait l'homme complet. Nous avons une question de Richard, question depuis Théviers. Nous profitons pour saluer nos auditeurs de Théviers et de toute la préfecture du Zio. Il dit, selon l'histoire des peuples en général, du moins celle que l'invité connaît, quelles sont les fins possibles d'une dictature? Il donne l'exemple de la RDC, fini par une rébellion, et puis la Tunisie par une révolution. Y a-t-il d'autres voies qui peuvent fragiliser ou pousser à la fin une dictature? C'est la question de Richard. Non, je pense que ce n'est que l'histoire qui nous donnera des possibilités. Mais ce n'est que du redit. L'histoire, c'est du redit. Il y a une méthode qui sera acceptée quelque part, il y a une méthode qui sera prise quelque part. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, beaucoup vous diront que le Togolais n'aime pas le conflit. Le Togolais est pacifiste. Donc, le Togolais ne peut jamais rêver de rentrer dans une guerre ici à cause du pouvoir. D'aucuns vous diront également que, par la rue comme en Tunisie, le Togolais l'a essayé en 90, le Togolais l'a essayé en 2017, et aujourd'hui, le Togolais se voit d'ailleurs privé de ce droit avec la dernière loi Boupessi.
Donc, c'est dire que dans tous les cas, l'histoire nous permet d'être sûr d'une chose, ce n'est que la dictature elle-même qui creuse, et comment dit-on, les fondations de sa démolition. Donc ce sont les actes posés par la dictature à un moment donné qui amènent les uns et les autres à réagir et peut-être à mettre fin à cette dictature. Donc ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va provoquer la fin d'une dictature, mais c'est toujours de l'intérieur que la dictature elle-même, de par ses actes, pose ses fins. Bien, merci. Après Combatté, nous avons un autre auditeur qui est en ligne. Allô, bonjour. Quel est votre nom? Bonjour. Ok. Oui, allez-y. Bien, merci. Mais merci, cher ami Rodrigue, hein, et notre ami qui est là, et l'invité, il va réagir. Ok, merci Rodrigue. Je pense que, je viens de le dire, il est clair qu'aujourd'hui, tout le monde veut compétir. Et dans ce cadre, quand on est face à une telle situation, il faut peut-être proposer une façon de permettre à tous ceux qui veulent compétir de mutualiser leurs efforts sur d'autres aspects. Et les principaux aspects aujourd'hui, c'est la sécurisation ou bien la protection des électeurs qui iront exprimer leur voix. Cela veut dire aussi qu'avant tout, il faut voir comment est-ce que ces acteurs peuvent s'organiser pour amener les gens à aller participer à la révision du fichier électoral pour pouvoir s'inscrire dans ce fichier électoral. Donc, il y a plusieurs préalables sur lesquels je pense que même ces partis, s'ils vont en rang dispersé, peuvent se concerter et agir ensemble. Il y a des partis qui ne sont pas forcément représentés à tous les niveaux sur le territoire national. Ça veut dire que ces partis d'opposition peuvent également se concerter pour voir comment est-ce qu'ils peuvent avoir une représentation commune à certains endroits ou bien une représentation par procuration à certains endroits en se basant sur d'autres partis de l'opposition qui vont les appuyer dans ce sens. La question de Jean-Claude Marie, est-ce que la CENI togolaise est vraiment indépendante? Bon, la CENI togolaise, je dirais que son indépendance ne peut pas exister déjà à travers les conditions dans lesquelles elle est mise en place. Parce que quand vous avez une CENI où des gens sont envoyés au nom d'un parti politique et qui sont là-bas censés représenter l'intérêt du parti politique, à partir de ce moment, on ne peut même pas parler d'indépendance. Parce que le bon sens aurait voulu qu'une fois que quelqu'un arrive à la CENI, il démissionne ou bien se mette en marge, en retrait des activités de son parti politique et qu'il exerce un mandat d'intérêt national. Ce qui n'est pas forcément le cas, comme nous avons eu à le constater. Je me rappelle très bien de 2015 où le parti au pouvoir a débarqué certains parce que, ayant fait des concessions à l'opposition, et après c'est l'opposition aussi qui a débarqué certains parce que, ayant fait des concessions au parti au pouvoir. Donc ce qui veut dire qu'un membre aujourd'hui, un commissaire de la CENI, à moins qu'il soit de la société civile, n'a pas d'indépendance a priori parce qu'il est sous la menace permanente du parti politique qui l'a envoyé. Et maintenant, moi je suis de ceux qui vont plus loin en disant que il faut même que dans le futur, les membres de la CENI aient un statut qui permet de les mettre là-bas en place peut-être pour 5 ans ou autre. Ils sont là, personne ne peut plus les retirer. Mais au-delà de ça aussi, c'est leur retirer le droit de vote. Parce que vous savez, quand un membre de la CENI a le droit de vote, tout comme un membre de bureau de vote à la base a le droit de vote, c'est un peu comme si vous demandez à un arbitre de tirer aussi au pénalty dans l'un des deux camps de son choix. Et c'est une réalité. Donc, il y a plusieurs choses qui doivent être faites pour avoir une CENI solide, un organe de gestion des élections qui puisse quand même aller de l'avant. À partir d'abord de la composition des membres,
ou de leur désignation jusqu'à la suite du processus. Donc, pour le moment, aujourd'hui, on peut dire que nous avons des Togolais qui sont envoyés à la CENI, qui défendent les intérêts des blocs qui les ont envoyés, mais aussi qui sont limités dans leur travail par le texte qui comment dit-on, qui ordonne ou bien qui encadre leurs activités. Il y a également la loi électorale qui représente un handicap réel pour les agents de la CENI. Bien, merci. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, allez. Oui. Ok. Et je peux vous dire que je suis de ceux qui n'aiment pas entendre ce vocable de recours à l'armée pour venir entrer dans le jeu démocratique. Je ne pense pas que ce soit un élément de démocratie. Il faut qu'on arrive à se départir de ces comportements et parce qu'ils ne sont pas constitutifs d'une démocratie solide. Il faut oublier les coups d'État. Quelle est votre appréciation du choix stratégique de Tipi Achadam par rapport à son invisibilité sur le terrain? Ça, lui, dans cette posture efficace, c'est la question de Abel KB. Bon, je pense que la dernière fois où j'étais ici, j'ai été clair sur le fait que pour moi, Tipi Achadam ne pouvait pas, puisque dans son dernier audio d'ailleurs, il dit que c'est depuis son trou qu'il s'adresse à nous. Tipi Achadam ne peut pas rester dans son trou et continuer la lutte ou la mobilisation. On a déjà vécu ça avec J-Chris Olympio qui était à l'extérieur et qui, au gré de ses humeurs, dirigeait la lutte. On a vu jusqu'où ça nous a mené. Aujourd'hui, le Togolais qu'on a, il n'est pas forcément ce Togolais qu'on a eu au début des années 90. C'est un Togolais qui veut également voir ses leaders poser des actes concrets. On ne peut pas rester constamment dans la logique du blocage sans aller vers quelque chose où on peut trouver des gens qui peuvent nous appuyer pour aller vers le concret. Aujourd'hui, pour moi, ce que propose comme boycott ou la méthode proposée par Tipi Achadam ne peut pas prospérer. Ce n'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un que je dirais le contraire. Je pense aujourd'hui que, comme j'ai eu à le dire à certains endroits, je préfère que le PNP s'allie à ceux qui veulent aller aux élections et au cas où leur vote sera volé, ils pourront trouver des moyens plus légitimes de revendiquer cette victoire plutôt que de commencer par s'opposer à toute candidature ou à toute élection dans un contexte comme celui qu'on a aujourd'hui. Allô? Bonjour. Oui, votre nom. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur Coco. On a perdu notre ami Kokou, mais il parle de vérité que les gens ont du mal à dire au PNP. Est-ce que, par exemple, il y a une vérité à dire? Bon, je pense que la vérité, ce ne sont que des analyses que nous, on fera toujours pour attirer l'attention des uns des autres sur les propositions, sur les approches qu'ils utilisent pour faire le combat. Mais le reste revient au niveau des partis politiques de décider. Et c'est tout à l'heure, d'ailleurs, je parlais de cette nécessité dans nos partis politiques de faire de sorte à ce que le centre décisionnel soit élargi. Il ne faut pas que ce soit seulement les humeurs d'un président qui dirige un parti, mais il faut arriver à créer des cadres dans lesquels tout le monde analyse la situation du parti, analyse la situation du pays et on se projette stratégiquement pour jouer sa partition. Maintenant, si aujourd'hui on est dans un contexte où d'aucuns aussi, peut-être de peur d'être taxés, vous savez, c'est un exercice parfois difficile quand vous sortez après une émission. Et
rassurez-vous qu'à la fin, on dira, ah non, lui là, tel qu'il a parlé, il doit être de l'opposition. Ou bien lui là, tel qu'il a parlé, il doit être du pouvoir. Ce qui fait que, bon, parfois, certains préfèrent prendre acte et se taire. Donc, il est difficile de faire l'unanimité à vous écouter. À l'invité, donc, une autre question, celle de Joachim depuis Akato. Faut-il aller à une élection perdue d'avance? Puisque nous retiendrons de l'histoire électorale togolaise que le régime en place n'a jamais perdu d'élection. Bon, c'est ce que je dis ici. Il y a des éléments palpables qui ne se limitent pas seulement à la présence à la CENI pour pouvoir avoir une élection crédible et transparente. S'il y a lieu aujourd'hui de s'asseoir et de revoir la loi électorale pour consolider un peu les privilèges de l'organe de gestion des élections, mais aussi pour s'assurer que tous ceux qui porteront des actes qui feront entrave au processus électoral vont subir la rigueur de la loi, je pense qu'on peut espérer aller vers quelque chose de crédible. Mais aujourd'hui, et malheureusement, comme on l'a vu au fil des différentes opérations électorales, les gens ont toujours préféré s'asseoir plutôt sur des questions de partage de postes plutôt que d'approches ou bien de méthodes qui peuvent permettre de consacrer plus clairement le scrutin en soi-même. Allô? Kokou, on l'avait perdu. On va voir si il revient ou si on a quelqu'un d'autre à part Kokou qui est en ligne. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, quel est votre nom? Georges. Oui, allez-y, Georges. Bonjour, Georges. Oui, à cette question, j'ai été clair que la CENI, déjà du pas le mode de désignation, elle n'est pas indépendante. J'ai été clair sur ça, avant d'expliquer d'ailleurs. Oui, oui. Oui. Bien, merci Georges, merci notre invité. Oui, je pense que peut-être même au cours de cette émission, Pierrot dira que j'ai été plus cru dans mes interventions en disant ce que je pense plus clairement. Et pour moi, aujourd'hui, il est évident que c'est entretenir le statu quo que de vouloir aller à un 4e mandat. Et cela s'explique, parce que ça n'arrange pas le contexte ni le climat politique. Mais au-delà de ça, ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a des règles qui sont là. Et si nous ne voulons pas jouer avec les règles classiques qui sont définies, et nous voulons aller sur un autre terrain, où malheureusement, celui que vous voulez affronter, c'est son terrain de prédilection, vous risquez de finir par être perdant sur les deux côtés parce que vous avez quitté votre terrain de jeu pour aller sur un terrain où l'autre est plus à l'aise. À Union, Franck Gnassingbé est désigné comme le champion et il y a un auditeur qui veut savoir s'il n'y a pas de présidentiable dans ce parti à part l'actuel chef de l'État. Bon, je pense que peut-être que tradition africaine oblige, il y a peut-être des présidentiables, mais qui ne peuvent pas se prononcer parce que tant que le chef de l'État sera là, eux, leurs aspirations ou leurs rêves, ils devront plutôt les étouffer. Donc ça ne peut qu'être ça. Mais au-delà de tout ça, moi je dis souvent aux uns aux autres, vous vous souvenez, quand vous voyez le dernier gouvernement de feu Gnassingbé et Adema, quand on s'asseyait par ordre protocolaire, je n'ai jamais vu Faure Gnassingbé au premier rang dans le dernier gouvernement de Gnassingbé et Adema. Ce qui veut dire qu'il était à une position, et de cette position, il s'est retrouvé aujourd'hui dans une situation. Donc je pense que du moment du vieux, il y avait aussi des gens qui étaient à certaines positions, ce qui prouve qu'ils étaient aussi compétents pour diriger ce pays. Donc tout dépend maintenant au sein du parti. Si l'objectif final, c'est le succès personnel, peut-être qu'on a trouvé des moyens pour satisfaire les appétits des uns et des autres. Et c'est ça. Cette semaine, on a abondamment parlé de ce forum qui s'est tenu du côté de Niamey, où il y avait eu la présence de plusieurs anciens chefs d'État, notamment celui du Bénin, l'ancien chef de l'État, Nicéphore Soglo. On a eu Goodluck Jonathan,
ancien chef de l'État du Nigeria. Et puis à propos de lui, il a eu ce discours, je cite un extrait, les Africains sont parfois leur propre problème, car nous pensons toujours que nos présidents sont deux petits dieux. Quelle est votre réaction à cet extrait tiré de la déclaration de l'ancien président du Nigeria? Non, il a dit une vérité. Vous savez, quand dans un parti politique, quand vous prenez la conception classique du parti politique et qu'on commence par vous parler de champion, ça veut dire qu'il y a problème quelque part. Et ce n'est pas un problème seulement qui se limite aux partis au pouvoir. Même dans nos partis d'opposition, les présidents de ces partis sont des dieux pour leurs lieutenants. Donc malheureusement, c'est comme ça d'ailleurs que nous concevons le pouvoir en Afrique. Nous concevons le pouvoir comme ne pouvant être exercé que par quelqu'un. On n'envisage jamais qu'après lui, quelqu'un d'autre peut l'exercer. On pense que c'est lui ou rien. Et c'est là où les gens finissent par se dire, mais donc, sans moi, ça va chavirer. Alors il faut que je reste. Parce qu'on a fini par les convaincre qu'ils sont indispensables. Alors que justement, l'un des intérêts de la limitation de mandat aussi, c'est de montrer que toute personne, qu'elle soit populaire, indispensable ou pas, on peut à un jour ou un autre s'en affranchir. Gnassingbé Yadema était considéré comme indispensable. Le jour où Dieu a fait son choix de nous en priver, on a trouvé quelqu'un pour le remplacer, ce qui confirme qu'il n'était pas indispensable. En réalité, c'est là où vous transcendez pour comprendre que Dieu nous a montré qu'il n'était pas indispensable. Et donc, quiconque viendra même après lui n'est pas indispensable. Mais si nous ne le comprenons pas et nous ne l'assimilons pas, nous resterons dans cette posture où pour nous, c'est lui et lui seul qui reste. L'exemple le plus palpable, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela pouvait rester président de l'Afrique du Sud jusqu'à mourir. Personne n'aurait parlé. Mais ce monsieur, on lui a dit, tu as droit à 2 mandats. Après un mandat, il dit, pardon, prenez, je suis à côté. Vous voyez? C'est-à-dire, et ce qui m'a touché, m'a fait mal depuis mon salon, c'est quand j'ai vu, lors des cérémonies funéraires de Mandela, tous ceux qui sont allés s'asseoir là-bas et se réclamer d'être des fils spirituels de Mandela ou bien avoir la vision de Mandela. Parfois, c'est dommage, quand vous mourrez, vous voyez ce qui se passe derrière vous, vous regrettez votre passage sur terre. À Niamey, il faut dire que les participants sont clairement contre un 3e mandat, mais la situation au Togo est une situation assez particulière puisque l'actuel chef de l'État est en train de finir son 3e mandat, justement, mais autorisé par les lois du pays à postuler pour un 4e, peut-être pour un 5e mandat. Mais là, dans la situation spécifique du Togo, comment est-ce qu'un chef d'État comme Faure Gnassingbé va apprécier les conclusions de la rencontre de Niamey? Oui, peut-être qu'à la rencontre de Niamey, on aurait aussi pu jouer un élément sonore de Faure Gnassingbé sur Deutsche Welle qui disait, à son avis, qu'après 2 ou 3 mandats, vraiment, il faut quitter le pouvoir. Donc, ça veut dire que c'est une conception, c'est une parole, c'est une analyse qu'il a faite de lui-même. À partir de ce moment, quitter le pouvoir, ce n'est pas forcément le texte qui vous oblige à quitter le pouvoir. Vous pouvez le quitter de vous-même sans forcément vous fier au texte. Je viens de donner l'exemple de Mandela. Et donc aujourd'hui, ce qui a lieu de retenir, c'est que ce n'est pas la personne de Faure Gnassingbé qui est visée à Niamey, mais c'est une situation, un fait qui pose problème en Afrique. Et malheureusement, Faure Gnassingbé fait partie de ce fait. Donc c'est ce fait qui est questionné à Niamey. Et peut-être que s'il le comprend sous cet angle, il verra que la question est là-bas. Mais je reviens sur un élément important, comme je le dis. Au Togo, ce n'est pas seulement le patronyme Gnassingbé, mais c'est tout un système qu'il faut aussi essayer de comprendre et de mettre en minorité. Peut-être une dernière question d'un auditeur qui l'a laissé dans le groupe fan club de D12. Quelle est votre analyse, ou quelle analyse faites-vous de la lettre que Jean-Pierre Fabre, le maire de Golfe 4, a envoyé au Premier ministre, lui demandant de suspendre son appel d'offres pour la reconstruction du grand marché de Lomé? Non, je pense qu'on va assister régulièrement à ce genre d'échange dès que les nouveaux maires seront en place. Mais il faut retenir que la décentralisation, en réalité, ne veut pas dire forcément une coupure nette des relations entre l'exécutif et la base, pour dire que les autorités locales élues. Donc, c'est normal qu'il y ait une situation sur laquelle le maire ne comprend pas
et qu'il puisse interpeller le Premier ministre à cet effet. Et je pense que la seule chose aujourd'hui, c'est que le Premier ministre puisse lui donner les explications, peut-être par écrit, de la raison pour laquelle ce soit le gouvernement qui ait pris cette initiative. Et au-delà de ça aussi, il faut aujourd'hui qu'on sorte aussi de la politique spectacle. Moi, je pense que ces courriers sont tous aussi dans le sensationnel. Le maire, si c'est en sa qualité de maire, il aurait pu aussi demander une audience au Premier ministre pour en discuter. On ne peut aboutir à rien en faisant des échanges de lettres qui sont divulgués sur la place publique pour faire du sensationnel. On ne construit pas, on ne gouverne pas comme ça. Il faut que les uns et les autres se ressaisissent et discutent dans des cadres appropriés, définis pour ce genre d'action. Et il y a toujours, comme on le dit, la possibilité d'avoir des canaux officiels pour ce genre d'action. Il faut le faire, c'est tout. En 2020, UNI va peut-être gagner l'élection avec Fogna Singbe ou avec un autre candidat, ou l'opposition va arriver pour la première fois au pouvoir. Ça va être sans doute historique. Quelle est votre prédiction pour l'année prochaine? Vous savez, l'une de mes prédictions et la plus simple, c'est qu'en l'état actuel où je vois les choses aller, je suis sûr que le parti au pouvoir va sortir gagnant de ce jeu parce qu'il a déjà plombé le jeu. C'est clair pour vous? C'est clair pour moi. Beaucoup pensent, et cette semaine, il y a un prophète qui est intervenu pour dire qu'il y aura cette alternance en 2020 avec un homme qui ne sera pas politique. Donc pour vous, les jeux sont faits? Pour moi, les jeux sont faits aujourd'hui parce que tout le monde veut aller aux élections et tout le monde espère un second tour que moi je ne vois pas venir. Donc, rien à faire pour éventuellement influencer sur le cours normal de ce que vous êtes en train de prédire. Non. Vous savez, les affaires de prophète aussi, des fois, on préfère être dans l'optique scientifique, comme on l'a. La politique aussi, c'est une science, ce n'est pas une religion. On a vu les prophètes parler au lendemain du 19 août, on sait où nous sommes aujourd'hui. Et moi, ce que je dirais de plus important, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas forcément qui doit être candidat ou pas, mais c'est comment est-ce que ces élections s'organisent et comment est-ce que les électeurs perçoivent le scrutin qui arrive. Les Togolais, au lendemain du 19 août, ont voulu avoir une opposition unie. Et le premier échec de la C14 a été de ne pas pouvoir aller aux législatives avec une liste de la C14. Ils ont essayé de se rattraper avec les locales en mettant en place une liste handicapés, mais le résultat n'a pas toujours été au niveau attendu. Donc, le voir dans la perspective de 2020 serait également difficile pour moi, surtout qu'on est aussi dans un contexte togolais où les électeurs sont un peu carrés. Je le dis avec toute la gentillesse, les électeurs sont un peu carrés et ils ne cherchent pas à voir du nouveau parfois. Ils préfèrent se contenter de ce qu'on leur a dit ou de ce qu'on voit habituellement comme étant le plus beau présent qu'on offre. Vous ne pouvez pas venir ici sans qu'on ne vous demande un mot de Bring Back Our Freedom, puisque c'est quoi? Alors, Bring Back Our Freedom me permet de revenir sur l'intervention de l'auditeur tout à l'heure en disant, bon, vous savez, Bojona est fier de la loi Bojona parce que pour lui, au moins, c'était la première loi qui consacrait d'une façon ou d'une autre l'exercice des libertés publiques. Donc je ne pense pas que Bojona puisse être fier aujourd'hui de la version existante et c'est pourquoi il vaut mieux donner à César ce qui est à César. C'est pourquoi je parle de loi Boukwesi. Alors aujourd'hui l'initiative Bring Back Our Freedom, c'est une initiative d'acteurs, de leaders d'opinion et d'organisations de la société civile pour faire comprendre aux uns et aux autres que nous avons des libertés publiques qui sont menacées à travers cette nouvelle loi qui a été votée. Et la meilleure des choses aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention de nos dirigeants sur la nécessité de revoir cette loi, de remettre cette loi à plat et de la mener vers un niveau qui est conforme aux normes internationales auxquelles le Togo a souscrit. Parce que même la loi Bojona, comme je le dis, c'était un tien vaut mieux de tu l'auras. Mais aujourd'hui, la version Boukwesi est plus grave. Il faut qu'on puisse saisir cette occasion pour aller vers une loi qui soit dans les normes. Et vous verrez que les rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui interviennent sur ces questions apparentées
ont également écrit au gouvernement togolais quand même pour attirer son attention sur plusieurs points de cette loi qui, selon eux, ne sont pas en phase avec les textes internationaux auxquels le Togo a souscrit. Donc ce n'est que ce que nous faisons au niveau local et nous espérons que nos leaders vont comprendre notre approche et savoir que nous le faisons tous dans l'intérêt de la nation et pas forcément dans l'intérêt d'une chapelle politique. Merci beaucoup Mohamed Madi Diabakate. Je rappelle que vous êtes essayiste et politologue togolais. Cette émission, elle s'achève. Elle a été mise en onde par Romaric Freitas. Moi, je suis Pierrot Atiogbe. Le prochain rendez-vous au D12, c'est dimanche. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.